Erev Tov Lekoulam. Erev Tov Givat. Comment ça va? Ça va bien, tout va bien. Et à Jérusalem, Oh, bah écoute, alhamdoulilah, comme on dit chez vous. Hein. très bien. Yofi. Alors, les amis, ce soir, on va parler de ceux qui ne nous aiment pas. Ok, ce soir, on va essayer. Hein? En Israël, on craint rien. Détrompe-toi, mon ami. Détrompe-toi. Il semblerait que des bons antisémites à l'ancienne, il y en a aussi ici. Il y en a aussi ici. Et il va falloir qu'on essaie de comprendre justement quelles sont les origines de l'antisémitisme. Oui, parce que nous sommes devant la paracha de l'antisémitisme à l'état pur. Alors évidemment que notre paracha de Balak, on connaît l'histoire de Bilam, il veut nous maudire et puis finalement il va nous bénir. Je ne vais pas revenir ce soir sur les éléments que vous connaissez quant au fait que Akadosh Baruch Hu, il ne va pas laisser Bilam nous maudire, tout ça. Moi, je voudrais m'intéresser ce soir à plusieurs choses. D'abord, on connaît tous l'antisémitisme. Je ne sais pas si on a tous été de près ou de loin plus ou moins victimes d'actes antisémites, mais on connaît au moins quelqu'un qui l'a été. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'antisémitisme est beaucoup trop, si vous voulez, quand on parle d'antisémitisme, on parle, il y a quelqu'un qui n'aime pas les juifs, alors il nous a tapés. Maintenant, je veux que vous compreniez bien, et pour que vous compreniez bien de ce qu'on ne va pas parler ce soir, je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière. L'année dernière, j'étais invité à un Shabbat de formation de jeunes en France. Et je suis arrivé à Paris, machin. Et le lieu de rendez-vous vendredi midi, c'était au métro Porte de Clignancourt. Alors, pour ceux qui sont de Paris, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, je savais qu'il y avait une station, je savais comment on y allait, mais je veux dire, je ne connais pas le quartier, je ne connais pas l'ambiance. Je ne viens pas de Paris, quoi, à la base. Donc, moi, on me dit métro Porte de Clignancourt. Bon, ben, je suis là à midi, pas de problème. Mais je suis là avec ma kippa, avec mes tzitzit, Porte de Clignancourt. Et effectivement, il semble que ce n'est pas vraiment l'endroit le plus, on va dire, voilà, Bernard me dit erreur. Effectivement. Maintenant, quand j'arrive au point de rendez-vous, je vois qu'il y a plusieurs jeunes juifs qui attendent. Alors, moi, je les reconnais comme juifs, donc ça veut dire que tout le monde les reconnaît aussi comme juifs. Ils attendent et effectivement, c'est là qu'on devait attendre le bus. Je vois le responsable, salut, comment ça va, nanana. Finalement, on part que dans une demi-heure. Ok, on attend les derniers, très bien. Je rencontre un autre Israélien qui lui aussi est censé venir faire des conférences pendant ce Shabbat. Et lui, c'est mieux parce que lui, il est en sandales à Paris avec sa kippa. Donc ça, c'est encore un autre level. Et il me dit, je me prendrais bien un petit café. Hein? Et avec sa baguette et son houmous. Voilà. Alors il dit, je me prendrais bien un petit café. Et moi, je lui dis, bah, je me prendrais bien un petit orangina. Donc on rentre dans le café qui y avait en face de la bouche de métro. Et il fallait voir quand on est rentré dans le café, c'était fantastique. C'est-à-dire que tu avais l'impression d'avoir mis sur mute. Tu sais, tu es sur Zoom, tu as muté tout le monde. Genre, les deux juifs sont rentrés dans le café, c'est une blague. Il y a deux juifs qui rentrent dans un café. Non, il n'avait pas de chaussettes dans les sandales. Non, il avait que les sandales. Il avait que les sandales, c'est vrai. Mais Kitsour, le mec du café, il nous a dit qu'est-ce que vous voulez? Alors, moi, le mec, il dit bah, moi, je veux un café et lui, un orangina. Alors, il dit ok, je vous sers, mais buvez-le dehors. Alors, on lui dit mais ça va, tout va bien. Il va rien se passer de mal. Hein. Il dit non, mais ça vaut mieux. On parle de Paris, 2019. Nounou. Et à ce moment-là, le copain en question, je ne vais pas dire son nom parce que tout le monde le connaît ici, le copain en question, il commence à regarder le vendeur et à regarder les deux mecs qui étaient assis au bar qui nous regardaient de manière bizarre et il commence à leur parler en arabe. Et genre, qu'est-ce qui t'arrive, mon frère? Et les mecs sont choqués, tu vois, ils parlent arabe et ils lui répondent en arabe. Et ils commencent à discuter vite fait, mais ni lui ni eux ne parlaient très bien l'arabe. Et finalement, on commence à taper la discute. Et les deux mecs, ils disent
Ouais, c'est pas bien ce que vous faites aux Palestiniens, franchement. Et là, j'ai dit, OK, c'est quoi? Très bien. Dans mon sac, pour les activités que j'avais besoin pour le Shabbat, j'avais une carte du monde. Donc, je lui ai sorti ma carte. Je lui ai dit, dis-moi, tu es tellement en train d'aider la cause palestinienne. Tu peux me montrer où c'est la Palestine, s'il te plaît? Bah, le mec, il me l'a montré vite fait en Afrique subsaharienne. Le mec, il ne sait pas ce que c'est la Palestine, il ne sait pas ce que c'est Israël, il ne sait pas où c'est. Il n'a jamais vu un Palestinien de sa vie, la cause palestinienne. Il n'aime pas les Juifs, point. Eh bien, de ça, on ne va pas parler ce soir. Kizelo Khashouv, Zestam. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un antisémitisme beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Est-ce que vous pouvez me donner des noms d'antisémites dans l'histoire, mais qui n'étaient pas stam des mecs qui, les juifs, je les aime pas, mais qui savaient très bien de qui on parle, qui avaient très bien étudié ce que c'était que le peuple juif, et justement parce qu'il connaissait tellement bien, il avait une haine profonde due à une jalousie profonde. On en connaît des comme ça? Agave, ça peut être des gens qui viennent de chez nous. Wagner, Nahon, tout à fait, ça fait partie de ces gens-là. Alors, si on va dans les Allemands, on va essayer de faire un. Alors, si tu m'as lancé Wagner, alors on va essayer d'aller déchronologiquement parlant. On peut parler de Hitler, évidemment. On peut parler de Wagner. On peut parler, plus philosophiquement parlant, de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, c'est le Bilam des temps modernes. Mamache, c'est le Bilam des temps modernes. Et on va y revenir. Si on remonte un petit peu plus en avant, alors effectivement, Yaron, tu fais état des moines catholiques. Alors viens, on parle plus simplement de. On va mettre toutes les personnes que tu mets sous ta catégorification. On dira Torquemada. Torquemada, le grand inquisiteur. Le grand inquisiteur, je parle du 15e siècle. Si on revient dans l'époque de la première époque musulmane, on a aussi pas mal de gens, comme particulièrement beaucoup plus que Mahomet d'ailleurs, Omar, qui a un grand problème avec les Juifs. C'est lui qui va inventer la notion de dhimmi au sein des peuples pour le peuple juif. Et quand on va remonter encore, eh bien, le premier véritable antisémite qu'on connaît par son nom, je ne mets pas Bilam encore dedans, on va y arriver à Bilam, mais le premier véritable antisémite, si vous voulez, qu'on a vraiment par son nom, il s'appelle Appion. Alors, Appion, c'est le 1er siècle. Alors, Saint-Louis, c'est le prototype de justement pas ça. C'est le mec, il n'y connaît pas grand-chose. Il n'aime pas les juifs parce qu'on est français et chrétien à cette époque-là et il ne faut pas aimer les juifs. Mais il n'a pas une véritable connaissance profonde du sujet. Par contre, De Gaulle, je ne sais pas si on peut le mettre exactement. Il n'était pas fan du peuple juif, c'est certain, mais de là à en faire un bilan des temps modernes, je ne suis pas certain. Et les amis, on ne va pas faire une liste de toutes les personnes qui ont dit des choses contre les juifs, on n'est pas sorti. D'accord? Je prends on va dire des marqueurs révélateurs. Donc, si on veut parler de l'époque moderne, alors effectivement, on a parlé de Wagner, on a parlé de Hitler, mais Hitler encore, on va le mettre ailleurs. Mais on va parler de Wagner, on a parlé de Nietzsche, on a parlé de Torquemada. Si on remonte encore avant, j'ai dit, on a parlé de Omar. Et encore avant, donc là, si vous voulez, on est passé du 19e, enfin du 20e, 19e, 17e, sera 15e. Ensuite, on est parti au 7e et ensuite, on est parti au 1er siècle. Le 1er siècle, donc, c'est Appion. Et Appion, alors on le connaît très bien. Comment on sait qui c'est ce bonhomme-là? Eh bien, on le connaît très bien parce qu'il y a un homme qui a écrit tout un livre sur lui. Ce bonhomme, vous le connaissez, il s'appelle Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph. Eh bien, Flavius Joseph, un des 4 livres qu'il écrit, alors vous savez, il écrit La guerre des Juifs contre les Romains, il écrit Les Antiquités des Juifs, il écrit son autobiographie Chaye Yosef, la vie de Yosef, mais il écrit un petit livre qui s'appelle Contre Appion. Maintenant, c'est qui ce bonhomme? Eh bien, Appion, c'était un des prêtres en chef de
de la religion helléniste du 1er siècle, qui était encore en vigueur largement, très largement, bien qu'influencé par Rome, mais très, très largement en vigueur à Alexandrie. Et il est donc un des premiers à avoir balancé des bonnes vieilles insultes antisémites, un bon Dieu donné avant l'heure. Ma Koreja. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les choses qu'il dit. Il dit des choses sympathiques. C'est intéressant d'avoir de voir les arguments de Appion pour l'antisémitisme. Mais l'un des plus forts, c'est qu'il dit Ayehudim bazim lekol dvar kodesh sheulo shelahem. Les Juifs se moquent de toutes choses qui sont rendues saintes, mais qui ne sont pas à eux. Genre comme si les Juifs avaient une tendance à se moquer des autres religions. Regarde, on sait tous que c'est vrai. On sait tous qu'on a un regard extrêmement critique. Tu dis l'antisémitisme et c'est synonyme avec l'antisionisme. De toute façon, il est évident que l'antisémitisme, dans le sens qu'on entend, c'est-à-dire dirigé contre le peuple juif, un de ses éléments constituants principaux, c'est Sion et Jérusalem. Donc, il est évident que ça va ensemble. Ceci étant, je pense qu'il y a, oui, un antisémitisme intellectuel en exil, pas tourné contre monsieur et madame juifs, effectivement, pas tourner contre monsieur et madame juif, parce que contre monsieur et madame juif, on va tourner le bon vieux mec qui a du ventre et qui va faire un pogrom le dimanche. Ça, c'est stam, c'est de base, c'est comme j'ai dit dans mon café. Par contre, tu vas avoir un des pères de l'Église, j'ai oublié de le citer, maintenant je te le recite, un des pères de l'Église qui s'appelle Augustin, que les chrétiens vont appeler Saint Augustin, qui est un des 4 pères de l'Église, et un des premiers qui va écrire mais des choses terribles sur le judaïsme, et il va être un des précurseurs de tous les pogroms qui vont suivre dans l'histoire. Donc, il y a, oui, et lui, il savait très bien. Il savait très bien. Si on veut vraiment aller au fond des choses, Paul, ça rentre dans ce délire-là aussi. C'est-à-dire, Rabotai, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a des gens, tout au long de l'histoire, et on a couvert pratiquement toute l'histoire, hein, en passant à Pion, on a dit premier siècle. Saint-Augustin, tu parles du saint, au IVe siècle. Tu parles ensuite de Omar au 7e siècle. On parle ensuite de Torquemada au 15e siècle. On parle de Nietzsche au 19e siècle. Et au 20e siècle, ça se bouscule au portillon. Donc tout ça pour vous dire que ça couvre vraiment l'histoire. Et je ne m'intéresse pas, encore une fois, à celui qui stame va taper du juif parce qu'il faut taper du juif. Qu'est-ce qu'il y a de commun à toutes ces personnalités que j'ai évoquées, mais qui ne sont que des symptômes, hein. Je veux dire, il y en a d'autres. Là, j'ai pris les plus connus. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun? Eh bien, le point commun est très simple. Vous vous rappelez de Nimrod dans la Torah? Makir et ribono ou mitkaven Nimrod bo. C'est-à-dire, Nimrod, il s'appelait comme ça parce qu'il connaissait Dieu et il voulait se battre contre lui. Là, en l'occurrence, toutes les personnes que j'ai évoquées savent très bien quelle est la grandeur d'Israël. Et c'est justement pour ça qu'ils en sont complètement réfractaires. Parce qu'ils savent ce que c'est Israël et ils savent qu'ils n'en font pas partie. Je donnerai comme exemple, que tu dis, Alex, Verus Israël, certes, mais tant qu'on vit sous leur domination, ils sont contents. Mais c'est pour ça que je ne parle pas, Alex, encore une fois, je ne parle pas maintenant de la persécution. C'est-à-dire la persécution dans les faits, bien sûr qu'il y a des têtes dirigeantes, mais elle est effectuée par des mecs petits. Stam des mecs qui, on leur a dit qu'il ne faut pas aimer les juifs, ils n'aiment pas les juifs. Je ne parle pas de la persécution. Et je ne parle pas non plus du fait que d'un côté, on peut taper sur les juifs à l'église, mais d'un autre côté, on a besoin d'eux comme quêteurs d'impôts et ainsi de suite au Moyen-Âge. Ça ne m'intéresse pas, ça. Parce que c'est Baktana. C'est Chachouv Meot, c'est ce que tu veux, mais pour comprendre la paracha de Balak, c'est lo Chachouv. Nietzsche a un grand problème avec les juifs. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que c'est une communauté de laquelle il ne fait pas partie. Il sait qu'il est le
représentant de la culture chrétienne de l'Occident, et il voit la déchéance totale de cette culture-là. Et toute cette déchéance totale, eh bien, il va tout simplement la mettre avec une phrase bien connue dans Ainsi parlait Zarathustra, lorsqu'il dit « Dieu est mort et j'étais à son enterrement ». De quel Dieu il parle? De la conception chrétienne, européenne, du divin. Mais ça ne l'empêchera pas d'écrire dans son livre L'Aurore, ou L'Aube, je ne sais plus comment il l'a traduit en français, enfin comment c'est traduit en français, où il dit, je cite, « Le monde change, les soleils tombent, et le Dieu d'Israël, le plus ancien de tous, se prépare à revenir dans son monde, et nous nous réjouirons tous dans sa joie. » C'est d'un côté, Dieu est mort, et j'étais à son enterrement, mais d'un autre côté, je sais que le Dieu d'Israël arrive. Nietzsche a un très grand problème, il n'est pas Israël. C'est terrible. C'est terrible. Pour reprendre ta question, Alex, un des élèves de la pensée de Nietzsche, c'était un juif qui s'appelait Hermann Cohen. Alors, il a l'antisémitisme des grands antisémites serait donc simplement une question de jalousie. Ouh! Alors, oui, mais j'enlèverai moi, tu l'as mis entre guillemets, mais j'enlèverai le mot simplement. Tu sais, midata kin'a motzi et adam mina olam. C'est pas simple la jalousie. La jalousie, c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce qu'en fait, si on y réfléchit un petit peu, la jalousie, c'est rejeter le monothéisme. Je m'explique. Quand quelqu'un est jaloux, ça veut dire qu'il admet que, enfin, il n'admet pas justement que lui, en face de moi, il a quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est-à-dire que je n'accepte pas l'idée qu'il y a un rôle que lui a à jouer qui n'est pas le mien et un rôle que moi, j'ai à jouer qui n'est pas le sien. En d'autres termes, je n'admets pas qu'il y a un patron dans l'histoire qui a décrété qu'il y avait certaines choses qui devaient être faites par un tel, et d'autres par d'autres. La jalousie, c'est venir dire que je remets en cause la gestion d'Akadosh Baruch Hu du monde. Donc, quelqu'un qui est jaloux, nous dit la Mishnah, Akina motzi et adam mina olam. Donc, ce n'est pas simple. Quelqu'un qui connaît la grandeur du peuple juif et qui n'y est pas. C'est terrible. Je sais pas, je me rappelle plus qui c'est qu'il a dit là, il y a pas très longtemps d'ailleurs. Il y a je crois un écrivain qui a dit que une des grandes choses qu'il regrette, c'est de ne pas avoir été juif lui-même. Ah ben évidemment. Alors d'abord la définition du peuple élu, elle gêne parce que elle est absurde. Quand on dit peuple élu, tout le monde se pense supérieur. C'est complètement idiot. On n'est absolument pas supérieur. On a été choisi pour remplir un rôle. Et ce rôle, c'est d'être le trait d'union, pas supérieur, mais d'être celui qui peut amener le dévoilement de Dieu également à l'extérieur du peuple juif. C'est-à-dire que notre rôle, et c'est ça qui détermine notre élection, notre rôle, c'est de servir de trait d'union entre l'humanité et Dieu. C'est certainement pas de se mettre sur un piédestal et d'être supérieur au reste de l'humanité. Tu dis Admax et Choliot, je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, Rabotai, de quoi on est en train de parler? L'antisémitisme, le vrai, le grand, c'est tu ne peux être vraiment, de la même façon, regarde, je vais te dire, de la même façon que tu ne peux pas être rachat si tu ne connais pas la Torah. Si tu ne connais pas la Torah, tu n'es pas rachat. Tu es shogeg à la limite. Mais si tu ne connais pas la Torah, tu ne peux pas être rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui connaît et qui a dit « je rejette ». Eh bien, l'antisémite, le vrai, c'est celui qui connaît. C'est celui qui connaît le peuple juif et qui donc a un grand problème avec. Agave, un des très grands antisémites des temps modernes, s'appelait Monsieur Bill Clinton. Ah ouais, pas mal en termes d'antisémitisme. Alors évidemment, il n'a rien fait, ça ce n'est que mon impression personnelle, ou pas personnelle, mais il n'a jamais été condamné, il n'a jamais rien fait officiellement antisémite. Mais bon, il y a eu, au moment des accords de Camp David, de Camp David, il y a eu... Ah, attendez,
je vais brancher. Alors, attends. Temps mort, 2 secondes. Il faut que je branche ceci. Je débranche le portable pour brancher l'ordi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez compte que ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'a pas encore étudié les versets, hein? Non. Ah bah, c'est quelque chose de fondamental. Aux accords de Camp David, il y a une journaliste de Fox News qui va demander à Bill, il dit, mais dis-moi, pourquoi vous aidez, vous donnez assistance à ces accords-là? Vous savez pourtant très bien que la terre d'Israël appartient aux Juifs, c'est marqué dans la Bible. Et Bill a dit, ah mais c'est pas moi, c'est les Israéliens qui veulent se mettre là-dedans, moi je ne fais que pas interposer. Il connaît très bien le sujet, le bonhomme. Mais si déjà les Israéliens veulent se torpiller eux-mêmes, la malo. En bataille, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler de gens qui savent très très bien, quelles que soient les générations, et on va arriver donc à Bilam, qui savent très bien quel est le rôle à jouer du peuple juif. Et c'est parce qu'ils n'en font pas partie que c'est terriblement difficile à vivre. Terriblement difficile à vivre. Vous savez, si on fait une toute petite analyse, et je ne suis pas psychologue évidemment, mais Nietzsche, on a bien vu son analyse. Il comprend que la conception divine de l'Europe chrétienne meurt, et donc il n'y a plus que la conception juive qui tienne. C'est terrible parce que moi je ne suis pas juif. Quand tu reviens en arrière et que tu vas aller chez notre ami, on a parlé de Torquemada, ben, je te rappelle que Torquemada, c'est un mec qui était, dans sa famille, c'était des juifs à la base. Donc c'est quelqu'un qui a une profonde haine de lui-même parce que justement, il faut maintenant porter en dérision le peuple juif parce que nous sommes maintenant le Verrous Israël. C'est-à-dire, tout ce qui me dérange, c'est justement qu'il y ait cet attachement à Israël. Quand on parle de Omar, Bichlal, porter la théologie musulmane, ça ne peut pas accepter l'idée que on est les fils de Yitzhak, parce que ça les relègue en tant que fils de servante. C'est un véritable problème. Attends, on va arriver à Bilam. 2 secondes, je ne suis même pas encore arrivé à Bilam. 2 secondes. OK? Et quand on parle, je suis arrivé à Augustin, alors là, je t'en parle même pas, c'est lui qui a mis en place la théorie du Verrous Israël. Donc ça, c'est Bichlal. Et quand on parle de Appion, eh bien, c'est le paroxysme de la chute de l'identité polythéiste, puisque ça y est, le monothéisme maintenant va se cristalliser dans le monde, et le mec, il le ressent. Et c'est de la faute des Juifs. Comment ils le savent? Mais parce qu'ils étudient, mais parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Mais bien sûr, j'entendais l'interview de Didier Raoult chez Jean-Jacques Bourdin, et il l'a calmé. Il lui a dit vous n'allez pas apprendre la médecine, vous ne connaissez pas la médecine. Ok, vous ne connaissez pas la médecine, vous n'avez pas le droit de parler. Voilà, il l'a calmé direct. Eux, c'est pas des mecs qui ne connaissent pas, ils savent, ils ont étudié, ils connaissent le judaïsme. Bien sûr. C'est pas parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens, ce sont des feignants intellectuels que les trucs. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un gros truc. Il y a, alors, dans le monde francophone, c'est pas vraiment développé, mais dans le monde israélien, il y a des vidéos terribles qui tournent, qui sont très bien faites d'ailleurs, de missionnaires juifs, des juifs messianiques, des élèves de Jésus, ce que tu veux, des juifs, tu vois. Et le problème, c'est que la majorité des juifs, collèles des rabbins, mais ils n'ont jamais lu les évangiles. Ils ne savent pas comment répondre. Ils disent ah, c'est des bêtises. D'accord, c'est des bêtises, mais viens, explique pourquoi. Tu ne peux pas parler du christianisme ou de l'islam si tu n'as pas lu les évangiles, si tu n'as pas lu le Coran. C'est barour. À ce niveau-là, on n'est pas mieux, quoi. Il faut lire les évangiles, il faut lire le Coran. Si tu veux savoir pourquoi c'est des bêtises, faut étudier. C'est pas shoot. Donc, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une certaine fainéantise intellectuelle due à, je pense, ça c'est de manière générale, c'est pas que dans notre sujet, mais due, à mon avis, à l'omniprésence de l'information, qui fait qu'on ne se prend pas le temps de véritablement la vérifier, cette information. Mais ça, c'est quelque chose, je suis désolé, il faut y remédier. Les gens, à l'époque, ils savaient étudier. Bekitsour, tout ceci prend ses sources
dans notre paracha. Alors venez, sans plus attendre, on va arriver dans notre paracha, donc dans le livre de Bamidbar, paracha de Balak, on y va. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laemori. Eh bien, comment tu vas récupérer cette vidéo? Si tu es abonné à la chaîne, elle sera postée sur la chaîne dès demain. Donc, tu pourras la retrouver sur YouTube sans problème. J'ai appelé ce cours, je crois, les débuts de l'antisémitisme. Donc voilà, tu regarderas et tu le trouveras. Quoi qu'il en soit, Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël laemori. Vayagor Moav mipene העם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. Donc, Balak, lui, il a peur pour des raisons territoriales. Besséder. On ne va pas rentrer là-dedans. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל שבטנו כלכוך השור את ירק השדה ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. וישלח מלאכים את בלעם בן באור, פטורה אשר על הנער, ארץ בני עמו, לקרוא לו, לאמור, הנה, עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי. Voilà, ben voilà, comme ça, Alex t'a donné la réponse, tout va bien. On va chercher Bilam. Mais il est où ce Bilam? D'abord, entre parenthèses, bon, nous on sait parce qu'on Ma'amin Batora, mais est-ce qu'on a des preuves qu'il y a vraiment un Bilam Ben Beor qui a existé? Est-ce qu'on a des preuves archéologiques d'un Bilam Ben Beor qui a vraiment existé ou c'est que marqué dans la Torah, ce n'est qu'une une idée toranique? Alors, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves archéologiques que ça n'a pas existé. Évidemment, en archéologie, il est évident que l'omatsanu, c'est l'oreaya. Ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé que c'est une preuve. Il y a la majorité des choses dans l'archéologie, tu ne les as pas trouvées. C'est-à-dire, mais là, en l'occurrence, on a trouvé. C'est assez incroyable. On a trouvé, c'était en Jordanie, dans ce qu'on appelle Tel Dir Allah. Tel Dir Allah en Jordanie, en 1968, on a trouvé ce qui s'appelle Ktovet Bil'am. C'est une inscription qui date. Est-ce que j'ai des preuves archéologiques que les Havot ont existé? Oui et non. J'ai pas de preuves. Il y a nulle part marqué qu'il y avait un mec qui s'appelait Abraham, Yitzhak ou Yaakov. Ça l'eau. À Val, il y a marqué dans la Torah qu'Abraham, il a donné à Eliezer Gmalim. Gmalim, ça fait partie des choses qu'il avait pour aller chercher Rivka. Pendant des années, la critique. Non, mais attendez, je peux dire ça surtout. Je dis simplement que en archéologie, l'omatsanu, ce n'est pas une preuve. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé quelque chose que c'est une preuve. Je dis juste que des fois, tu as trouvé, et c'est assez incroyable. Parce que, effectivement, trouver des preuves, le nom de quelqu'un qui aurait été marqué il y a 3500 ans, c'est sacrément chaud de trouver un truc comme ça. C'est-à-dire, trouver des preuves de civilisation, machin, ça à la limite, ok. Mais trouver le nom de quelqu'un, c'est chaud. Donc, ce n'est pas une preuve que je n'ai pas trouvée, parce qu'il y a de fortes chances que je ne trouve pas. Je dis simplement que là, en l'occurrence, on a trouvé. Donc, c'est encore plus fou. C'est-à-dire, pour ce qui est de ton histoire des Havot, alors, leur kever, oui, mais on n'a pas daté le kever et on ne peut pas savoir exactement qui y a dedans, dans la mesure où on n'est pas rentré à l'intérieur de la Mehara et qu'on n'a pas fait un test ADN. Donc, ça, ce n'est pas une preuve archéologique. Par contre, je te disais, pour ce qui est de Abraham, la Torah nous dit qu'il a donné des chameaux à Eliezer pour aller chercher Rivka. Le problème, c'est que pendant des années, les archéologues ont dit que ça, c'est la preuve que la Torah, elle a été écrite beaucoup plus tard, puisque Abraham, c'est le 18e siècle avant l'ère chrétienne. Or, le fait que les chameaux soient des animaux apprivoisés et domestiques, eh bien, on ne trouve des preuves de cela qu'à partir du 8e siècle, donc près de 1000 ans après. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, on trouve un texte égyptien qui est daté du 18e siècle avant l'ère chrétienne, qui dit qu'il faut donner sa part de nourriture aux chameaux. Donc on voit ici que le chameau était bel et bien apprivoisé à l'époque d'Abraham. Qui sait, peut-être que c'est même Abraham lui-même qui a apprivoisé les chameaux. On n'en sait rien. Là, en l'occurrence, dans cette fameuse Tel Dir Allah de Jordanie, on a retrouvé une ktovet qui date du 8e siècle avant l'ère chrétienne, donc c'est-à-dire
là aussi, près de 450 ans après les événements, mais on a retrouvé sur une Ktovet marqué Bilam Berar, c'est-à-dire Bilam ben Beor, et ça continue en disant qu'il était Yodea Elohim. Donc le fait qu'on ait trouvé quelque chose comme ça, c'est assez incroyable. Ok? Oui, c'est mignon un chameau, je suis d'accord avec toi. Bekitsour, Bilam, on va aller le chercher. Mais c'est qui? Où est-ce qu'il est? Quelle est la première info qu'on a sur lui? Mais Efo Uba. Uba, Be'aran. Regardez. Ben Petora, Asher ala Nahar. Nahar, c'est le même Nahar sur lequel on a vu la ville sera de Haran. Et là, finalement, voilà ce qui se passe. Iné, je saute quelques versets. Voilà. ואתה לך נערה לי את העם הזה כי יצומו ממני אולי יוכל נקה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מבורר ואת אשר תואר יואר. וילכו זקני מואב וזקני מדיין ושמים בידם ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. Ah oui, on le retrouvera en Égypte selon les Midrashim. Mais viens, on va rester là pour l'instant sur les versets. Bilam, il vient de Haran. Mazé Haran. Disent nos sages, Bilan ben Beor. Mise Beor. Moi, j'en connais peut-être un autre qui s'appelait Beor. Non? Eh bien, Chazal vont nous dire que Beor, c'est Lavan. Chazal veulent nous dire que Bilham est le descendant direct de Lavan. L'homme chané, est-ce que c'est véritablement une filiation biologique ou est-ce que c'est son Gilgoul, l'homme chané? On veut voir en Bilham le successeur de Lavan. Or, Lavan, c'est la Hava Amina du peuple juif. Lavan, c'est le père des mères d'Israël. C'est le père de Rachel et Léa. Lavan, c'est celui qui a proposé une alternative de base à Yaakov qui devenait Israël. Bilham, en tant que successeur de Lavan, connaît mieux que personne ce peuple-là et veut proposer une alternative. Nos sages, d'ailleurs, dans la Gemara, dans les Midrashim, vont nous dire que Bilham, il est aussi grand, voire plus, en évoie que Moshe Rabbeinu. Ah, c'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre ici? Bilham, quand il arrive, quand les messagers de Balak arrivent, il a une réponse fantastique. Il dit ויאמר עליהם לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר השם אליי וישבו שרי מואב עם בלעם. Hachem, Yudke Vavke. Mais qui lui a parlé de Yudke Vavke? C'est un dévoilement énorme. C'est-à-dire qu'il sait très bien qui c'est alors Dieu, et donc il sait très bien qui est le peuple que Dieu a choisi pour les faire sortir d'Égypte. D'autant plus, Alex, si on va suivre tes Midrashim, qui dit qu'il était en Égypte pendant toute la période qui a précédé cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on sait très bien que Bilam connaît le Ham Israël. Et il dit, je ne peux faire que ce que Dieu me dit de faire. Bilam, Bolea Ham, Omrim Chazal. Mais il comprend que pour que ça marche, pour qu'il puisse livloa et âme, pour qu'il puisse maudire les Bnei Israël, il comprend deux choses. D'abord, il comprend que ça ne dépend pas de lui, que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et deuxièmement, il comprend qu'à ce moment-là, le seul moyen d'y arriver, c'est d'utiliser le point faible des Bnei Israël. Bonjour, pour faire le lien avec le cours d'hier sur la névoie, est-ce qu'à la fin des temps, il pourra aussi y avoir des Nevi'im chez les nations comme Bilam? Bien sûr qu'à la fin des temps, il y aura de nouveau des prophètes pour les nations. Bien sûr. Traduis, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Bilam dit, je ne pourrai venir que, et je ne pourrai dire que ce que Hachem me laisse dire. En d'autres termes, ça ne dépend pas de moi. Bilam le sait. Mais il y a une autre chose qu'il comprend.
puisqu'il connaît si bien le peuple juif, comme a dit Alex, le Midrash nous dit qu'il les a accompagnés en Égypte, puisqu'en Égypte, il faisait partie d'un des 3 conseillers de Pharaon, avec Yitro, avec Yov. Il connaît très bien le peuple juif. Et il sait une chose. Il sait ce que lui a appris son ancêtre, Lavan. Lavan, c'était pas Pharaon. Lavan, il n'essayait pas de persécuter les Juifs. Oh non, Lavan, il est beaucoup plus intelligent que ça. Nous disent nos sages, comme tu dis, Alex, Ratza la akor et akol. Ça veut dire quoi? Déraciner tout. Ça veut dire qu'il voulait tout simplement faire en sorte que Am Israël ne puisse pas remplir son rôle. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Lavan? Il voulait empêcher Yaakov de partir. Il voulait empêcher Yaakov de devenir Israël. Là, pour l'instant, les Bnei Israël, pourquoi est-ce que Balak s'intéresse à eux maintenant? Parce qu'ils sont justement sur le point de véritablement devenir Israël, de rentrer en Israël. Tant qu'ils sont dans le désert, on s'en fiche. Tant que les Juifs ne sont pas là pour remplir leur rôle, Zelo Chashuv, Zébemet. Et donc, c'est à chaque fois que Am Israël a un truc qui a fait dire que peut-être que c'est le moment de revenir à ce qui devait être, que les Bilam de toutes les époques sont arrivés. Donc Bilam aujourd'hui, dans notre cours, évidemment, Bilam. Mais j'ai dit, notre ami Apion, on est juste après les Hashmonaïm. C'est-à-dire que Am Israël a retrouvé son identité. Certes, les Romains maintenant sont passés par là, mais les Hashmonaïm sont là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait, ça y est, un pays juif. Ils ont failli redevenir ce qu'ils auraient dû être. Et plus tard, lorsqu'on parle de Ommar, la conquête musulmane d'Eretz Israël, elle est pour nous une aubaine, puisque dans un premier temps, ils ont besoin de nous. Et ils vont même nous donner peut-être, certes on a dit qu'on doit payer la dîme, mais ils vont nous donner la possibilité d'être présents à Jérusalem, chose que les Byzantins nous avaient refusée. On y voit ici une possibilité de retrouver notre identité. Donc, tac. Torquemada, je t'en parle même pas. C'est après l'expulsion des Juifs d'Espagne, on est dans cette époque-là. Cette époque que Rabbi Yosef Karo décrira comme étant Et Azamirigia. C'est le début de quelque chose qui se met en place. Et au 19e siècle, je te parle même pas de ça, quand le nationalisme frappe à la porte du peuple juif, et ça y est, on est vraiment en train de se remettre en place. En d'autres termes, Bilam, il comprend que s'il faut porter atteinte au peuple juif, c'est maintenant. Et donc, pour pouvoir y arriver, Bilam le sait très bien. Il a besoin de passer par le point faible du peuple juif. Al-Pi Zohar, Akadok ou Akadosh? Amalek Nirtav Bilam ve Balak. Tu as raison. Bien que, évidemment, que c'est un enseignement qui est de valeur morale beaucoup plus que historique. Puisque Amalek n'est autre que le petit-fils de Esav. Eh oui, donc on est bien avant l'histoire de Balak et bien avant l'histoire de Bilam. Mais tu as raison pour ce que ça représente, évidemment. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si tu m'écris en hébreu, pourquoi tu me demandes de traduire l'hébreu? Mais bon, ça c'est une très grande interrogation. Et donc je disais, Bilham sait qu'il doit utiliser le point faible du peuple juif. Et c'est quoi le point faible du peuple juif? C'est quoi? Ben, vous le savez. C'est ce qu'on n'arrive jamais à atteindre, à savoir la notion d'unité, la notion de klal. Bilam sait qu'attaquer klal Israël, c'est infaisable. C'est pas shoot, pas possible. Et l'histoire pourra en témoigner. Comment ça les femelles? Hein? La Tsarfatim chez Amak. Bon, j'ai pas très bien compris, mais j'ai bien compris, hein, Moshe, t'en fais pas. C'est quoi les femelles Jurassic Park 55? J'ai pas compris à quoi tu fais référence. Et
d'autre part, si comme tu l'as rappelé, Chazal compare Bilam à Moshe au niveau de l'année prophétie, dans le Pirkei Avot, Chazal le compare à Abraham. Nahon, tu as totalement raison. Tu as totalement raison que ceux qui ont ces trois choses-là sont les Talmidim de Avraham Avinu, et ceux qui sont ces trois choses-là sont les Talmidim de Bilam Aracha. Eh bien, justement, c'est de cela qu'on parle. C'est exactement de cela qu'on parle. Avraham, c'est quoi sa mida numéro 1? Aïn Tova. Alors que Bilham, il a sa mida qui s'appelle Aïn Ra'a. Qu'est-ce que cela vous dira? Attendez, les femmes, on y viendra après. Non, c'est pas ça le point faible. C'est pas ça les points faibles. On verra après. 2 secondes. Bilham, il a un Aïn Ra'a. Alors que celui qui nous a appris à avoir Aïn Tova, c'est pas Moshe, c'est Avraham. Donc c'est pour ça qu'on le compare à cela. Mais c'est quoi ces deux dimensions? Aïn Tova, c'est Aïn Kolel. Aïn Kolel, c'est quoi Aïn Tova, un bon œil? C'est un œil général. Un œil qui arrive à voir les choses dans leur globalité. Aïn Ra'a, c'est quelque chose qui est fixé sur un point particulier. Lorsque tu as une Aïn Tova, tu vois les choses de manière générale, ça ne peut être que positif. C'est ce que dit le Rav Kook dans Oroth Israël, chapitre 4. Il dit la chose suivante. Avatenu le umatenu. Notre amour pour notre peuple, lotesame et enenu, milevaker et kol mumea. C'est-à-dire notre amour pour notre peuple ne nous empêchera pas de dire là où ça ne va pas. Aval, gam achare abikoret ayoter chofshit, bien qu'on ait dit tout ce qui n'allait pas dans le peuple juif, notre amour pour notre peuple reste naki, propre de tout défaut. Pourquoi? Il ramène un verset, le Rav Kook, disant Kulach yafa ra'ayati umum ein bach. C'est-à-dire que le verset vient de Shir HaShirim qui dit tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi il n'y a aucun défaut. Quand on te prend de manière générale. Quand tu regardes de près dans le miroir, tu vas voir que là il y a un maquillage qui est un peu coulé, là il y a un problème, et là il y a un truc. Kulach. C'est la raison pour laquelle, dans notre paracha, Bilham va à chaque fois demander non, emmène-moi à un autre endroit où je pourrais voir FS4CO tiré. C'est-à-dire que je pourrais voir que une partie du peuple juif. Parce que si je vois tout le peuple juif, j'arriverai pas à maudire. J'arriverai pas. Si je les vois de manière globale, j'y arriverai pas. Donc, amène-moi pour les voir de manière spécifique, particulière. Et là, je pourrais trouver un problème. Kadosh Baruch Hu va faire en sorte qu'il ne trouve pas. Mais il comprenait bien comment ça marchait. Aïn Ra'a, ce n'est pas Aïn Hara. Si, Zéoto Davar. Zéoto Davar. À Aïn Hara, que je mets sur quelqu'un, c'est quand je m'attaque sur un point particulier sur lui. Ok? Donc oui, ça vient du Aïn Ra'a, bien sûr. Donc les amis, le point faible du peuple juif, c'est cette dimension d'unité. Mais il se trouve qu'à ce moment-là, Bilam essaye de trouver des endroits où il pourrait voir, eh bien, les problèmes particuliers, mais il n'arrive qu'à dire Matovo alecha Yaakov mishkanotecha Israël. Pourquoi? Bien parce que nous sommes juste après la paracha de Korach, où la hardoute du peuple juif a été mise à rude épreuve, mais elle en est sortie grandie. Et donc face à cela, eh bien Bilam n'arrive pas à voir ici un peuple juif séparé. Il n'arrive pas à mettre l'accent sur un problème particulier. À ce moment-là, Bilam, voyant qu'il n'y arrive pas par des moyens qui sont les siens, par sa bouche, alors il décide d'utiliser les armes des Juifs. Comment ça, les armes des Juifs? Oui, les armes des Juifs. Voyant qu'il n'arrivera pas à les maudire, voyant que l'objectif destruction du peuple juif par l'intermédiaire d'une véritable découverte de là où ils vont pas bien, de là où je peux mettre l'accent et les chaven da'atelion, c'est-à-dire vraiment savoir à quel moment Dieu est énervé contre eux, et là, y déverser tout ce que je peux y déverser, je vois que ça ne marche pas, parce que Israël, pour un temps, a réussi à passer l'examen de l'unité,
alors il est obligé d'utiliser un autre stratagème, d'utiliser la grandeur et la profondeur du message d'Israël, du message monothéiste. On a dit que Bilam connaissait le monothéisme, et c'est ça qui va l'amener finalement à amener à la dernière tentative de la fin de la paracha, lorsqu'il va vouloir nous faire tomber avec les Bnot Moav, les Bnot Midian, les filles de Midian et Baal Peor. Mais en quoi les filles de Midian, Baal Peor, cette chute terrible, Bashitim, est en vérité un révélateur de la grandeur et de la profondeur du peuple juif? Comment est-ce qu'on peut dire que la fin de la paracha de Balak et le début de la paracha de Pinchas sont la continuité, la deuxième tentative Médine Bilam? Eh bien, pour y répondre, vous devrez être tous présents la semaine prochaine. Oui, nous faisons un cours BM Shechim, un cours en 2 tomes. Et donc, la prochaine fois, eh bien, on aura la réponse à tout cela. Il ne nous a pas béni non plus. Le Rav Ben Ezra dit que chaque phrase qu'il a prononcée peut être également lue de manière péjorative. Eh bien, qui suis-je pour contredire les paroles de Echad Migdolé d'Orenu, Rav Ben Ezra? Donc, il est évident que ce que le Rav Ben Ezra dit est vrai, bien sûr. Et donc, eh bien, tu sais très bien qu'une prophétie, elle dépend de comment elle est interprétée. Or, Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël, bien que ça puisse être interprété de manière péjorative, pas de problème, mais il n'empêche que la Torah nous dit que Bassof ou Birech. Donc, je veux bien qu'on puisse trouver des façons de comprendre cela de manière péjorative, mais la Torah a compris cela de manière positive. Oui, les chameaux, c'était mignon, mais nous, ce qui nous intéresse, ça va être de comprendre comment Bnot Midian et Baal Peor sont la continuité de la tentative de Bilam. La première a échoué, on va voir ce que va donner la deuxième. Tout ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt, les amis.